Des rencontres, des découvertes cette semaine. D'abord en Jordanie, nous irons à Madaba, la ville des mosaïques et du patrimoine biblique. Ensuite, direction l'Italie, nous suivrons des musiciens qui ont choisi la montagne pour exprimer leur passion. En France, dans le sud, le patrimoine exceptionnel du Ventoux. Enfin, la séquence mémoire et une évocation de l'âge d'or des sciences arabes. C'est un lieu qui attire plus d'une centaine de milliers de touristes chaque année. À 30 km d'Amman, par l'historique route des rois, se trouve l'un des lieux les plus illustres de la Terre Sainte, la ville de Madaba, aussi appelée ville des mosaïques, connue pour ses spectaculaires mosaïques byzantines et omeyyades. Au cœur de la Terre Sainte, c'est un panorama exceptionnel. En un seul coup d'œil, on peut contempler Jérusalem, la mer Morte, Bethléem, depuis le mont Nebo en Jordanie. Le mont est un lieu évoqué dans la Bible, c'est depuis son sommet que Moïse aurait contemplé la terre promise, juste avant de mourir, sans pouvoir l'atteindre. Aujourd'hui, c'est un lieu très visité par les touristes et les pèlerins. Vous voyez ce grand bâton avec le serpent ? C'est la représentation du bâton de Moïse. Quand les Juifs ont fui l'Égypte et traversé le désert, beaucoup ont souffert de maladies. Ils ont demandé à Moïse de les guérir. Il leur a ordonné de regarder ce bâton. Et ils ont survécu. Ce site abriterait la sépulture de Moïse. Pour perpétuer son héritage, des moines s'y installent au IVe siècle. Les vestiges de leur monastère et d'une basilique datant de l'ère byzantine renferment l'un des joyaux du patrimoine jordanien. Des centaines de mosaïques parfaitement conservées. Regardez, il y a des maisons, des scènes pastorales, des inscriptions en grec ancien. On dirait que ces mosaïques sont neuves, comme si elles avaient été faites hier. J'aime les couleurs, les formes. Les couleurs sont vraiment éclatantes et les formes, les animaux, tellement réalistes. C'est comme faire un bond dans le passé. On se dit, j'aurais aimé vivre ici à l'époque. C'est tellement beau. C'est un très bel endroit. C'est très émouvant d'être si près d'objets saints. Ça me transporte. Devant tant de splendeur ayant traversé près de 16 siècles, les visiteurs sont époustouflés. Ces mosaïques, ces colonnes, ces lieux sont des témoignages vivants de l'histoire de l'humanité. C'est la foi à l'état pur. Quand on pense que ces civilisations si anciennes ont foulé ce sol et que nous sommes ici aujourd'hui au même endroit, nous partageons ces mêmes émotions, c'est vraiment unique, surtout dans une église comme celle-ci. À une dizaine de kilomètres du mont Nebo, la petite ville de Madaba détient elle aussi des trésors antiques. À l'époque byzantine, la cité fut une importante école de mosaïstes. L'église Saint-Georges abrite une des pièces maîtresses qui font de Madaba un musée à ciel ouvert. La plus ancienne carte en mosaïque du monde. C'est aussi la plus vieille représentation de la Terre Sainte. Jérusalem est très détaillée sur la carte. Comme vous le voyez, le Saint-Sépulcre est exactement au centre de la carte et la voie principale de la ville, la Cardo Maximus, est également au milieu. Lorsque je regarde la carte et que je vois les yeux des touristes qui viennent, je me rends compte que nous foulons tous la Terre Sainte ici et qu'en fait, nous suivons vraiment les pas des prophètes. Cette carte, datant du VIe siècle, compte 2 millions de tesselles et aurait à l'origine mesuré de 15 à 25 mètres de long. Ces touristes venus du nord de la France sont fascinés par la précision de l'ouvrage. C'est émouvant. Ce travail de titan quand même. Et je pense qu'elle a été très endommagée malheureusement et il en reste très peu. Les connaisseurs de civilisations anciennes disent avoir rarement vu une réalisation de ce genre. Les cartes n'existaient pratiquement pas au Moyen-Âge. C'est très surprenant de voir cette carte ici.
Je pense que si elle existe à Madaba, c'est grâce au développement de l'art de la mosaïque dans la région et dans l'ensemble de l'Empire byzantin. Pour préserver ce patrimoine et ce savoir-faire unique, une école a ouvert à Madaba en 1992, la seule du Moyen-Orient. Les étudiants se forment à la restauration des mosaïques anciennes, mais en créent aussi de nouvelles sous l'œil attentif de Shahin, leur professeur. Tout se passe bien? Tout va bien? Très bien. On va rajouter des tesselles de la même couleur ici. Ça, c'est du bon travail. Alors pour y arriver, il faut d'abord le tracé de l'original. Ça, c'est l'arbre de vie de Madaba. C'est la copie d'une mosaïque byzantine. L'original fait 1 mètre et celle-ci ne mesure que 25 cm, mais le reste est identique. Les couleurs, les formes, seules les tesselles sont plus petites pour former la réplique de la vraie. Wahed est en 2e année. Ici, elle est dans son élément, mais se sent surtout investie d'une mission. Quand je travaille sur ces mosaïques, je fais vivre cet art. Il ne meurt pas, il ne disparaît pas. Comme ça, il renaîtra sans cesse de génération en génération. Quand je travaille sur ces pièces, je me donne du mal, mais à la fin, je parviens à créer une belle chose qui correspond vraiment à ce que j'avais à l'esprit au départ. Tu plaisantes? Tu es en train de dire que je ne sais pas travailler? Nour a enlevé les tesselles. Où est-ce que je peux coller ce morceau? Mariam, elle, aime ce travail d'orfèvre et la discipline qu'il impose. Ce travail demande un œil d'artiste et de la technique. Il faut se concentrer sur les tesselles, il faut savoir doser les couleurs, travailler sur les formes. C'est tout un savoir-faire, mais on aime tellement cet art qu'on se donne à fond. À la fin, on crée des pièces magnifiques et on se surpasse. Chaque année, les étudiants restaurent l'ensemble de l'important patrimoine de Madaba pour lui redonner son lustre d'antan. Grâce à eux, les mosaïques conservent leurs plus belles couleurs. Ils espèrent qu'elles traverseront encore de nombreux siècles. Jouer de la musique acoustique au sommet des montagnes, ils en ont fait leur spécialité. La tournée des refuges, c'est le nom sans équivoque que s'est donné ce groupe de musiciens professionnels venus des 4 coins de la Méditerranée. L'été 2018, ils se sont lancés à l'assaut des Dolomites en Italie. Chacun de leurs pas ajoute une note à leur aventure estivale. Ces musiciens ont choisi le rythme lent de la marche pour hisser leur musique au sommet des montagnes. Un écrin de calcaire sous le ciel italien, Gaspard, Colline et leurs compagnons y cheminent chaque jour pour atteindre un nouveau refuge. On fait jamais ça en tant que musicien, quoi. Toute l'année, tu peux jouer, je sais pas, dans des salles de spectacle, des bars, mais tu fais de la voiture, quoi. Tu fais pas... Pour te rendre à tel lieu de concert, tu fais pas 8 heures de marche, quoi. Du coup, c'est trop bien. Puis on est dans des cadres de fou, quoi. Puis on rencontre des gens qui n'ont pas l'habitude. On amène aussi la musique dans des lieux où il n'y a pas de musique du tout, quoi. À leurs pieds, les Dolomites s'étirent entre Vérone et la Vénétie. Un massif préalpin aux allures lunaires, devenu leur scène d'altitude. On peut arriver à faire des concerts de qualité dans les montagnes, dans des endroits incroyables, à 3152 mètres d'altitude, avec un décor aussi incroyable. Et donc, monsieur, madame, tout le monde peut venir en montagne et écouter un super concert. Donc, c'est ça un peu qu'on veut apporter, pas l'espoir, mais le côté d'entrain, en fait, pour venir ici. Little man, little Lola wants you. Make up your mind to her. No regrets. Recline.
Ça va nous inspirer, c'est sûr. On va s'endormir avec la musique et l'emporter avec nous demain. Au petit matin, les crêtes les attendent. Une nouvelle étape au cœur d'un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. À la droite, c'est 3 différents couloirs, très beau. Et les classiques, c'est la vallée de Mésis, c'est ici. Contrebasse sur le dos et partition en tête, dans leur sillage, ils entraînent une partie du public. Il y a vraiment une bonne ambiance, même quand on a 10 ou 12 heures de marche dans la journée. Au final, même quand il pleut, il y a toujours une blague, toujours un sourire. On est tous ensemble, on s'attend sur les chemins. Même le soir, quand on arrive au refuge, on rencontre souvent plein de nouvelles personnes. Les gens sont contents des concerts. Donc il y a vraiment une belle énergie. Du jazz manouche au swing, en passant par des chants traditionnels, une musique nomade, comme ses interprètes. On ne s'attendait pas du tout à voir débarquer un groupe de musiciens ici, à 2002 quasiment. Ça ouvre la culture, ça apporte sur un plateau. Un répertoire métissé à l'image de cette région, véritable trait d'union entre la Méditerranée et le nord du continent. Il y a les endroits plus germanophones, où effectivement on retrouve quelque chose de l'Autriche ou de la Suisse allemande. Et on passe un col, on arrive de l'autre côté de la vallée, et puis là tout d'un coup c'est beaucoup plus italien, donc beaucoup plus bruyant le soir pendant le repas, beaucoup plus d'ambiance pendant les concerts. Enfin, c'est assez différent, et des fois à quelques kilomètres de distance, l'ambiance change radicalement. Ici, les vallées sont de culture ladine. On y parle une langue qui n'est ni l'italien, ni l'allemand, mais qui vient du latin et a plus de 2000 ans. Ces vallées n'ont jamais été envahies par des peuples étrangers. C'est pour ça qu'elles ont conservé cette langue ladine. Le peuple ladin est très attaché à sa terre. Il en prend soin et entretient chaque parcelle de prairie. Il y a 50 ans, ici, on ne vivait que de l'agriculture. Aujourd'hui, le tourisme a pris le relais et s'est beaucoup développé parce que le territoire est préservé. Pour franchir ces parois vertigineuses, l'escalade peut devenir indispensable. C'est incroyable. Comme sur ces via ferrata, des passages au-dessus du vide, tracés par les soldats autrichiens il y a plus de 100 ans, avant que la région ne devienne italienne. Les musiciens s'y exercent cette fois sans leurs instruments. Et voilà la madame des cirques. Il y a un aspect très physique la journée quand on marche, mais il y a aussi un aspect physique quand on joue tous les soirs. Donc ça, moi, je le ressens beaucoup. Ça donne beaucoup de force, en fait. Même si on a l'impression qu'on est fatigué, finalement, pendant la journée, on a emmagasiné plein d'énergie, ouais, de la montagne, de l'air, de ce qu'on entend, de ce qu'on voit. Ouais, c'est sûr. T'as pas de compte au départ. C'est juste que c'est la ligne juste avant qui te fait comprendre que c'est couvert. C'est ça, c'est la reprise, en fait. Les refuges, ce sont des lieux vraiment privilégiés pour jouer. En tout cas, pour la musique acoustique, c'est assez génial. On cherche des endroits comme ça où il y a du silence, de l'écoute. C'est très plaisant parce que c'est presque tous les soirs où on joue dans des super conditions, finalement. La musique est très importante en montagne. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle rend les randonneurs heureux. C'est un véritable ingrédient du vivre ensemble. Et c'est pour ça que j'accueille ces musiciens en montagne. Lorsqu'on est fatigué, après une journée de montagne, de marche, et qu'on écoute un morceau d'un concert comme celui-là, alors on s'éveille et on partage un véritable moment de plaisir.
Avec son répertoire inédit, cette troupe éphémère aura parcouru un mois durant la chaîne des Dolomites, depuis les Alpes vers les rivages méditerranéens. Ça apporte une espèce d'humilité en tant qu'artiste et de musicien, de se dire, en fait, partout où on va, il faut créer une ambiance, rien n'est gagné. Un périple en pleine nature, le temps d'un été. Une invitation à prendre le chemin et à partager la mélodie de la marche. Culminant à 1911 mètres d'altitude, très souvent balayé par le Ventoux domine la Provence et se voit de loin. Sa forêt reconnue réserve de biosphère par l'UNESCO abrite un patrimoine biologique exceptionnel et fragile, aujourd'hui menacé par le changement climatique. En regardant aujourd'hui les flancs du Ventoux, cette montagne mythique de la Provence, recouverte à perte de vue de pins, de petits chênes, de sapins et de hêtres, de sa base jusqu'à son sommet ou presque, il est difficile de croire que cette forêt avait quasiment entièrement disparu à la fin du XVIIIe siècle. L'homme a utilisé la forêt de tout temps, au départ pour des besoins locaux, je dirais, que ce soit le bois de chauffage, le bois de construction, de menuiserie. Et puis, dans la phase industrielle, à ces besoins locaux se sont rajoutés des besoins dits industriels pour les fours à chaux, pour les verreries, pour les fabrications de tuiles. À ces prélèvements se sont rajoutées des pratiques pastorales, elles-mêmes également très intenses. Chaque famille avait son troupeau ou pas loin. Donc on avait énormément de petits troupeaux qui parcouraient le Ventoux et qui rendaient toute régénération ou toute apparition de nouvelles forêts impossible. À la fin du XIXe siècle et à la suite d'inondations catastrophiques provoquées par le déboisement massif, l'État entreprend de reboiser la montagne. Un chantier titanesque commence alors. Des milliers de jeunes plants sont élevés dans des pépinières d'altitude, puis replantés dans la montagne. Une essence va être particulièrement utilisée, le pin noir d'Autriche. Il faut savoir que les forestiers ont choisi l'essence qui était en capacité de résister à des conditions d'installation très compliquées. Il fallait à la fois que le plant puisse résister à la sécheresse, elles sont marquées ici sous climat méditerranéen, mais également au froid, au fait qu'il n'y ait aucune végétation d'accompagnement autour de lui. Au total, 80 années d'organisation, de chantier. On estime aujourd'hui que plus de la moitié de la forêt que vous voyez actuellement sur le Ventoux a été plantée de main d'homme. Restaurée par les hommes, la forêt du Ventoux est devenue un réservoir biologique exceptionnel, classé réserve de biosphère par l'UNESCO. Cette richesse est due avant tout à l'étagement extraordinaire de la végétation entre la base méditerranéenne du Ventoux, à 300 mètres d'altitude, et son sommet quasi-alpin, à plus de 1900 mètres. Dimitri Marguera est guide naturaliste et il emmène souvent des groupes en observation sur le Ventoux. Ce qui fait la diversité écologique et la richesse écologique, c'est les assemblages de milieux différents. Ce qui est très intéressant ici, sur cette partie du Ventoux, et c'est même la seule partie de tout le massif qui est comme ça, c'est qu'on a des pelouses naturelles, bien sûr, qui sont juste broutées par les brebis de temps en temps. Si le milieu d'ici était dense, s'il n'y avait que des arbres, on n'aurait pas la vipère d'Orsini. On n'aurait pas certains passereaux, comme le traquet moteux. On n'aurait pas de temps en temps l'aigle royal qui vient tenter d'attraper une proie ici. Parce que ce sont des espèces qui ont besoin de milieux ouverts. Le Ventoux abrite une multitude de plantes rares, d'oiseaux, d'insectes, de reptiles. Mais c'est avant tout au cœur de la forêt que le travail de l'homme a eu le plus d'effets bénéfiques sur la biodiversité. Cette forêt qui a été en partie replantée et qui se ressème naturellement, ça a créé des conditions de vie très favorables pour certains grands animaux, notamment les grands mammifères, que sont les ongulés. Les mammifères se portent mieux, qu'ils soient herbivores ou carnivores, c'est certain, ils se portent beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a 100 ans. La forêt du Ventoux est aujourd'hui entièrement reconstituée et recouvre près de 20 000 hectares. À 90% publique, elle est toujours étroitement surveillée par les agents de l'Office national des forêts.
Notre travail de forestier aujourd'hui consiste à faire apparaître la nouvelle forêt du Mont Ventoux. Nos prédécesseurs ont planté, certains ont surveillé, ont défendu contre la dent du mouton. Aujourd'hui, notre travail, c'est de faire en sorte que cette forêt puisse se régénérer. Et nous travaillons essentiellement en régénération naturelle. L'idée, c'est de mettre à distance progressivement les arbres entre eux, au fil des éclaircies. Tous les 10-15 ans, nous passons faire des coupes. Vous voyez ici une souche, donc tout à côté de moi, il y en a plusieurs. On a enlevé les arbres progressivement. On a conservé les plus beaux d'entre eux, qu'on appelle nos semenciers. Ces semenciers vont produire des cônes, des graines, et progressivement, on va obtenir une régénération naturelle, des jeunes semis de pin noir. Ça va sans doute mettre plusieurs années, souvent près de 10 à 15 ans, donc il faut être patient. Si l'homme a su réparer ce qu'il avait autrefois détruit, une nouvelle menace pèse aujourd'hui sur la forêt du Ventoux, le réchauffement climatique. Depuis plusieurs années, des chercheurs de l'INRA surveillent les arbres du Ventoux et la façon dont ils réagissent à l'augmentation des températures et à la baisse des précipitations. Ici, ce qu'on observe, c'est sur le sapin des graines vides. Donc ça, c'est des choses qu'on voit moins si on ne s'y intéresse pas dans le détail, parce que les arbres sont toujours là en fait. C'est juste qu'ils produisent plus de graines et donc plus de semis. On a mis en place alors des recherches qui visent à comprendre le fonctionnement de la reproduction et surtout à modéliser, à entrer ces données dans des modèles pour prédire sur le long terme comment le climat va affecter la reproduction du sapin et du hêtre sur le Mont Ventoux. Outre les problèmes de reproduction, les chercheurs de l'INRA ont déjà observé le dépérissement des hêtres et des sapins à basse altitude. Ils cherchent aujourd'hui à savoir si les arbres seront capables, dans les prochaines décennies, de s'adapter au changement climatique, en migrant en altitude par exemple, pour retrouver de la fraîcheur. De cette capacité d'adaptation des arbres à un environnement en mutation rapide dépend en grande partie l'avenir de la forêt du Ventoux. La séquence mémoire nous replonge dans une exposition présentée en 2006 à Paris et consacrée à l'âge d'or des sciences arabes, l'occasion de revenir sur les liens entre science et religion. Pendant 7 siècles, la civilisation musulmane a un grand appétit de connaissances. Une parole attribuée au prophète de l'islam ne dit-elle pas « peu de science vaut mieux que beaucoup de dévotion ». Les sciences héritent des savoirs grecs et indiens en mathématiques, physique, philosophie. On inventera les sciences de la langue et on affinera, on découvrira de nouvelles disciplines, sans oublier les sciences de la religion. De l'Inde à la péninsule ibérique et dans une langue unique. Cela va commencer donc au centre de l'Empire. Et puis la science, grâce au papier, grâce à la circulation, parce qu'il n'avait pas de passeport, la langue arabe étant le seul passeport en fait, la science va se diffuser dans toutes les villes moyennes et grandes de cet empire mondial, uniquement par une dynamique sociale, une dynamique économique aussi, parce que l'empire était très riche, et puis la volonté des savants de résoudre les problèmes de la cité et surtout aussi de développer leurs propres recherches. Et quelques noms à peine montrent ce dynamisme. Al-Khwarizmi, le fondateur de l'algèbre, le grand clinicien Al-Razi, l'astronome Al-Farghani, Ibn al-Haytham, le maître de l'optique, Ibn Sina, Avicenne, le grand médecin et philosophe, l'astronome Al-Biruni. D'abord, il fallait résoudre des problèmes pratiques, et donc la cité les amenait à vouloir résoudre des problèmes comme comment déterminer la direction de la Mecque, comment déterminer par exemple la fin du mois lunaire, parce que le calendrier musulman est lunaire, la fin du mois lunaire et le début du mois suivant. Donc ce sont des problèmes d'astronomie, et l'astronomie consomme beaucoup de mathématiques. Et donc il a fallu même, disons, améliorer les outils mathématiques anciens, en inventer d'autres, et c'est comme ça qu'on a même inventé des disciplines mathématiques comme l'algèbre, la trigonométrie, etc. On pratiquait la science, et puis on discutait de où va la science. Mais on n'a jamais vu un théologien dire à un savant « Attention, ce que tu es en train de démontrer est une erreur ». L'empire musulman va peu à peu éclater.
puis disparaître. Un déclin pour les sciences telles qu'elles avaient vécu. Mais leur une dynamique économique aussi, parce que l'Empire était très riche, et puis la volonté des savants de résoudre les problèmes de la cité et surtout aussi de développer leurs propres recherches. Et quelques noms à peine montrent ce dynamisme. Al-Khwarizmi, le fondateur de l'algèbre, le grand clinicien Al-Razi, l'astronome Al-Farghani, Ibn al-Haytham, le maître de l'optique, Ibn Sina, Avicenne, le grand médecin et philosophe, l'astronome Al-Biruni. D'abord, il fallait résoudre des problèmes pratiques, et donc la cité les amenait